Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Kim. Enchanté. Comment vas-tu? Ça, très bien, très bien. On va continuer sur les scénarios de Red Team. Celui-là, c'est dans le fond, c'est le deuxième épisode qu'on enregistre sur cette série-là. On avait abordé un volet beaucoup plus passif dans le premier bloc. On avait un peu effleuré du actif, mais un peu, mais sans aller vraiment loin. Là, on va vraiment glisser sur des volets beaucoup plus actifs en termes d'éléments dans lesquels on va utiliser dans les différents scénarios. Fait que je te laisse partir avec ça. Oui, ben définitivement, dans l'épisode précédent, on avait parlé pas mal du frame, tous les éléments qui allaient se trouver. Par contre, on n'avait pas été un peu en détail sur certains trucs qu'on pouvait faire en tant que Red Teamer quand on est chez un client sur le long terme. On a parlé, exemple, qu'on peut brancher un appareil sur le réseau. Bon, mais qu'est-ce qu'on va brancher sur le réseau? C'est ça qui peut être un peu intéressant, surtout qu'on n'est pas là pour faire un smash and grab. On est là pour essayer que notre matériel reste là pendant peut-être 3 mois, 6 mois, dépendamment de l'engagement qu'on a chez notre client. Même chose un peu, on a tu sets un C2 pour ton infrastructure, tu lances ça chez le client. On s'entend que si tu prends le Empire du coin downloadé de GitHub, ton C2 va peut-être t'offrir 30 secondes, tu vas te faire détecter tout de suite. Là. Comment tu fais pour que ça reste un peu plus longtemps chez ton client et que tu sois capable de surfer la vague, si on peut dire? Oui, effectivement, la bascule d'un à l'autre, justement, d'aller pour. Parce que c'est dans l'actif, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on va chercher ce qu'on a de besoin plus ouvertement et plus directement. Mais il faut pas être trop bruyant en même temps. C'est pas parce qu'on est actif qu'on va tout briser. Là. On va se promener avec son gourdin et frapper partout. Là. En effet. Je pense que la première chose qu'on pourrait commencer à jaser, c'est comment setter ton C2 dans un cadre justement à l'interne, qui est un petit peu différent de quand tu pars à l'externe. À l'externe, tu vas essayer de voir c'est quoi que les employés ont un intérêt pour aller prendre un domaine qui va être similaire ou essayer de passer sur OK, c'est quoi les commandes les plus les requêtes les plus communes qui passent sur Reddit vers l'extérieur. Puis tu essaies de te camoufler là-dedans. Quand tu es à l'interne, c'est un peu différent. Tu essaies d'utiliser des ressources qui sont très similaires à ce que ton entreprise va utiliser. Fait que si tu vois, je sais pas, moi qui utilise ArcGIS comme software, puis que j'ai accès à ces machines-là, c'est sûr certain que je vais essayer d'avoir des noms de logiciels qui est peut-être dans le dossier d'ArcGIS pour être le plus proche possible. Mais ça, c'est au niveau du malware. Au niveau des calls, un des bons trucs que j'ai personnellement, ça serait d'aller sur Expire Domain. Tu vas te chercher des domaines qui ont été expirés récemment, qui ont obtenu de la maturité avec le temps. Et si tu es capable, si tu es chanceux de mettre la main sur quelque chose qui a déjà été catégorisé dans le service de la santé ou dans le service financier. Le pourquoi, souvent, ces deux domaines-là, c'est principalement parce que les gens ont tendance à mettre des exclusions au niveau de la décapsulation SSL pour pas obtenir de l'information personnelle des gens. Surtout avec GDPR puis la loi 25, ils vont être de plus en plus friands à avoir dans leur log des données personnelles des gens. Fait que ça nous permet des fois d'éviter de se faire décapsuler pour rien et de se faire loguer. Donc, c'est intéressant. Une fois que tu en as 2-3, tu vas te trouver un domaine dans le fond, jamais qu'il y a de la crédibilité. Fait que tu vas essayer de prendre un domaine qui est similaire, qui est encore actif, qui va être ta redirection. Fait que là, tu vas te setter un redirecteur avec Apache Mod Rewrite qui, s'il n'y a pas les bons user agents dedans ou les bons headers, les bons URI après ton paramètre, le Blue Teamer va être automatiquement redirigé vers cette page-là. Donc, on peut prendre comme par exemple, je sais pas moi, je trouve un Spotify avec un I au lieu d'un I. Bon, ben, je peux peut-être dire que c'est un ancien typo squatting qu'ils ont acheté puis que c'est rendu Spotify. Fait que je vais rediriger tout le monde vers Spotify s'il y a un failure. Mais les autres calls pourraient peut-être être fonctionnels vers Spotify. Puis là, on pourrait avoir il doit absolument passer par un get update, get user account. Tu vas chercher le plus de URI qui sont classiques. Puis ça, tu peux même utiliser Payload All the Thing, qui est un repo qui est normalement utilisé pour du fuzzing, mais normalement, c'est les mots-clés qui sont le plus utilisés pour
certains API, fait que tu peux juste les reprendre puis te configurer, puis là, tu as des centaines et des centaines de postes de chemins potentiels de call que tu peux simuler. Fait que tu n'as jamais tout le temps le même call. Parce qu'il faut se dire que quand le Blue Teamer va regarder ses logs, s'il voit 200 calls aller tout le temps faire get user update, à un moment donné, ça peut paraître louche. Mais de se promener sur un site et d'avoir des requêtes différentes, ça peut y complexifier la vie, surtout s'il essaie d'aller sur le domaine et il ne comprend pas pourquoi il se fait rediriger vers un domaine très similaire. Il peut croire techniquement, surtout si tu as copié les mêmes calls que le site valide, que c'est juste un truc de redirection. Avec 2-3 fallbacks, toujours. Pourquoi? C'est que si tu en as juste un, tu es brûlé, ben la campagne est finie, il faut que tu repartes de zéro. Tandis que si tu es capable de mettre en plus de ça tes propres directeurs sur ton propre CM de Red Team, je sais qu'il y a Redel que j'adore qui est utilisé pour ça, ou quand la Blue Team commence à poker tes serveurs, tu vas avoir ton alerte, même principe que le SOC pour quand il y a une attaque, mais là c'est quand tu te fais identifier, ben, tu es capable d'aller dans ton fichier Terraform, dans ton automatisation, détruire ton instance, ton redirecteur. Ça touche pas ton infrastructure derrière, tes calls continuent, il va y avoir un fallback ici sur tes autres redirecteurs. Puis tu peux juste en spawn un nouveau, mettre tes agents en jour, puis continuer ta campagne comme ça. Donc, de planifier tes ressources que ton client va avoir, qu'est-ce qui pourrait passer vers l'externe, c'est très important parce que surtout, tu as l'avantage d'être assis dans les bureaux de ton client, de voir vers quoi que tes employés vont. Tu vas voir, est-ce qu'ils ont je sais pas moi, est-ce qu'ils utilisent Salesforce? Bon, je pourrais peut-être essayer de pogner quelque chose de similaire à Salesforce. Est-ce qu'ils ont des partenaires qui vont toujours remplir leur feuille de temps ou faire des commandes quelconques? Disons que on deal tout le temps avec Courrier.com pour sender des affaires. Ben, peut-être pogner, je sais pas moi, Courrier CA, quelque chose comme ça qui va être proche, que ça peut être explicable comme un changement de nom. Puis d'avoir plusieurs différents services. Parce que chacun tes agents peut aussi avoir des profils malléables différents. Les profils malléables, c'est comment que ton C2 va se mettre à communiquer avec tes agents. Donc, si tu répliques un 5-6 call qui est vraiment proche de la réalité, par exemple, tu fais une facture, puis tu fais juste changer le numéro de la facture, puis c'est ça tes calls de C2, ça va être encore plus dur d'observer un comportement malicieux parmi le trafic légitime. Ouais, mais l'objectif, c'est justement de réussir à se cacher à travers les choses. Là. C'est justement de connaître notre environnement. Là. Puis vraiment, là, je recommande vraiment à tous de passer du temps sur Expire Domain, d'aller fouiller, puis d'aller comparer si sur Virus Total, il n'y a pas déjà soit de la légitimité qui est mise dessus ou qui n'est pas déjà brûlée. Ça arrivé dans le passé que tu t'achètes un domaine, tu arrives pour le setter, ton domaine est déjà brûlé parce que quelqu'un d'autre qui part dans le monde l'a utilisé. Ou nous, on a été chanceux, il y avait un domaine qu'on avait acheté pour notre C2, puis il avait déjà été analysé sur Virus Total, mais il y avait tellement eu de bons commentaires qu'on avait plein de thumbs up avec des commentaires de gens qui ont dit « Ah, j'ai adoré telle partie, je me souviens, j'ai ça, c'est totalement légitime. » Fait que, écoute, à cette heure, quand les gens mettent ça dans Virus Total, oui, il y a un ping, mais tout le monde l'a déjà vetté dans le passé comme étant de quoi de légitime. Fait qu'on peut juste continuer à rider cette vague-là. C'est bon, ça, comme stratégie. Et après ça, c'est sûr et certain que là, tu as un C2, il faut que tu sois capable de l'exécuter sur les machines. Fait que, comme n'importe quoi, les C2 vanés ou les malwares vanés que tu vas faire, ils vont se faire brûler assez rapidement par les antivirus ou les EDR. Il y a de quoi qui est passé au NordSec récemment qu'on a eu la chance d'essayer. C'est Jargon de Red Siege. Très bon outil, je le recommande vivement. C'est vrai que ça permet vraiment de bypasser les entropies puis même des fois d'empêcher qu'ils soient capables de handle ton malware de façon très efficace. Surprenamment, si tu mixes ça avec juste un XOR de ton fichier, il n'y a pas tendance à être détecté.
je comprends pas encore que les signatures des fichiers, un simple XOR soit capable de bypasser la majorité des signatures. Surtout qu'on serait capable sûrement de prendre le fichier malicieux puis de les comparer avec un Rainbow Table puis que ça donne quelque chose d'autre bord. Mais il faut croire que, encore là, sont payés comme nous autres. Ils ont une limite de temps qu'ils peuvent faire. Donc, de générer des signatures pour générer des signatures pourrait peut-être être un peu compliqué. Ouais, puis des préoccupations de performance. C'est toujours un trade-off dans ce qui se fait. Puis d'ailleurs, il y avait une tendance au moment où on enregistre, je ne sais pas si c'est encore valide. Ce que les attaquants font, c'est qu'ils mettent des trop gros fichiers. Et sachant personnellement que les sandbox les analysent pas, sachant que les EDR les analysent pas, même si le fichier techniquement il est vide, le EDR le sait pas parce qu'il voit la taille puis il fait juste comme ah non, je fais rien avec ça parce que. Ben, c'est un peu ça que Jargon fait, si on peut dire. T'sais, il prend toutes tes bytes de shotcode puis il match avec un mot. Ça fait en sorte que ton payload va peut-être être de 200-300 mégabytes. Puis justement, à ce niveau-là, c'est vraiment trop huge pour la majorité des EDR, puis ils vont le dropper. Hein. Ouais, ben c'est ça. Fait que c'est toujours un des éléments comme ça. Puis là, c'est là de savoir comme Blue Team comment on se défend avec ça. Mais pour les attaquants, ça facilite les choses. Pour les Red Team, c'est du bonbon. Là. Définitivement. En souhaitant que ça soit réglé très bientôt à ce niveau-là. Là. Mais sinon, une autre chose souvent qu'on remarque qui est souvent bypassable, même si c'est quelque chose qui date comme technique, c'est le DLL sideloading. C'est capable d'avoir un binaire qui a mal protégé ses DLL à l'installation, tu es capable d'aller overwrite. Ton binaire qui est signé va être en mesure d'exécuter ton malware pour toi puis de le mettre en sous-thread. Personnellement, un qu'on a trouvé qui marchait super bien, que je vous conseille vraiment d'aller regarder, c'est KeePass. Il y en a plein que tu peux justement mettre ton malware là-dedans, il va sideloader ça à l'installation. Puis après ça, ben, tu as juste une persistance parce qu'à chaque fois que la machine va booter, ton startup est légitime, il est signé, il va partir ton malware. Puis c'est pas quelque chose de si compliqué que ça quand tu fais tes recherches à le trouver en plus. Donc, comme que j'ai dit, le DLL sideloading, il y a toujours le paquet de l'allback. Surtout si tu jases avec les gens, tu peux regarder des fois, tu as les startup scripts, son post. Fait que si tu vois qu'il fait des modifications de clé de registre au startup, qu'il y a des certains éléments que tes admins ont tendance à faire pour setter tes drives, tu peux peut-être utiliser les mêmes outils pour exécuter un DLL quelque part sur ta machine. Et un user qui fait ça, peut-être, si tu le fais assez rapidement au startup, tu peux peut-être rajouter ton startup script. Ça va faire en sorte que c'est juste un call de plus au lieu d'en avoir deux exemples de ce call-là, tu en as un troisième. Ça peut paraître assez inaperçu, surtout si l'EDR ne te flag pas immédiatement. Ouais, ça aussi, c'est un aspect intéressant. Puis pour avoir vu l'autre côté étant plus du blue dans ce côté-là, c'est que tu commences à comprendre comment chaque logiciel fonctionne et les cas, celui que j'avais, l'exemple que j'ai, puis là, il date, là, fait que ça se peut que ce soit plus valide maintenant, c'est qu'on avait le DA, il levait sur le client Fortinet VPN parce que lui, il venait changer des fichiers. Il écrivait des fichiers qui normalement ne sont pas supposés. Donc, incidemment, il va aller écrire dans notre cas, c'était le Hostfire, je pense, puis une autre affaire qu'elle a changé. Fait que ça levait des alarmes qu'on a exclues parce que c'est un comportement légitime, mais c'est là qu'on voit que le client VPN, dans ce cas-ci, vient manipuler le système. Et si tu es capable de prendre contrôle de ce client-là, par exemple, ben, tu es capable. Puis, incidemment, les équipes de Blue vont l'avoir whitelisté parce que c'est en temps normal correct. Dans l'absolu, je trouve pas ça propre, que la façon que le client fonctionne, parce qu'il vient justement créer des règles que normalement on devrait interdire, mais dans ce cas-là, il arrive à l'objectif. Fait que ça vient faire une règle d'exception qu'on peut utiliser justement à notre avantage et aller beaucoup plus loin avec ça après, puis surtout dans ces répertoires-là qui sont protégés et tout. On a un avantage très, très important, mais qui est spécifique à l'entreprise dans laquelle on est. Nous, le recon, puis le passif nous aurait donné comme jus en amont, puis être capable de l'analyser pour mettre ça en œuvre.
Définitivement. Puis c'est là que si tu regardes un peu ta recon quand tu vas être sur ton poste, de ne pas utiliser des outils comme Sherlock ou de ces variantes, mais des avoirs codés pour obtenir des informations très similaires. Il y a tout le temps les fichiers, les paths d'exclusion ou les fichiers que tu peux réécrire qui sont très intéressants à ce niveau-là. Le nombre de fois, en effet, que j'ai vu en entreprise qui ont exclu littéralement une branche où est-ce que tu avais des droits d'écriture, que si tu te mettais là, l'antivirus te foutait la paix, puis tu pouvais faire ce que tu voulais, puis il n'y avait rien de scanner. Là. Donc, c'est un beau repo pour share le malware aussi avec les autres, surtout quand c'est sur un NAS ou un drop system qui peut être accédé par plein d'autres systèmes par la suite. Puis là, tu vas aller monter en mémoire quelque chose qui est accessible sur un autre poste. Fait que quand l'équipe de défense arrive, tu as tué tes threads, que la mémoire a changé avec le temps parce qu'ils ont pris un certain temps de délai avant de réussir à avoir accès à la machine, ben, il n'y a rien au niveau du disque, il n'y a rien en mémoire parce que ça a été effacé. Ça complexifie leur vie énormément. Là. Surtout si la machine a fait des calls relativement sensibles. Puis c'est toujours jouer un peu une game de Inception où tu caches des choses dans des choses dans des choses. J'avais eu un de mes collègues que lui avait fait plein de photos. Il avait pris des photos de famille d'un peu n'importe qui, des mock-ups, là, des stocks photos. Puis il avait mis ça dans un folder. Puis il uploadait ça. Mais chaque photo avait changé des bytes au début. Puis il réorganisait l'ordre dans ses commandes juste pour aller checker les photos. Fait que c'était un employé qui checkait ses photos. Des fois qu'il allait en télécharger 2-3 sur Internet. Puis c'était de la façon qu'il était capable de communiquer avec le C2. C'est qu'il envoyait des photos puis il les recevait. Donc, d'essayer de pogner ça pour un Blue Teamer, il fait juste voir qu'il check plein de stock of photos. Il faut qu'il allume à un moment donné qu'il y a de la Stegano. On voit souvent ça en CTF, la Stegano. Il y en a tout le temps des challenges de Stegano. Mais de l'avoir en vraie vie, c'est pas tout le temps qu'on allume d'aller checker la Stegano sur tes fichiers parce que c'est pas quelque chose qui est nécessairement commun. Après, il y a aussi le côté, on a notre C2, on est capable de l'exécuter sur un poste. Tu vas pas te mettre à envoyer nécessairement des fichiers à tous tes collègues à l'intérieur de l'entreprise. Hey, tu peux-tu ouvrir ça? Ça va être drôle. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te faire ramasser. Ça marchera pas, cette technique-là. Par contre, c'est là que tu vas commencer à essayer de regarder si tu peux pas weaponize certains appareils. Il y a le OMG Cable que là, le monde commence à le connaître. Il est très bluffant, mais on s'entend que perdre un câble à $200, ça peut faire peut-être un peu mal dans le budget. T'sais. Par contre, si tu veux obtenir ton objectif, c'est très simple de passer ton câble à quelqu'un ou de swapper un câble pour infecter une machine. Mais autre que le two bundle ensemble, quelque chose qui peut être très intéressant. On avait fait une campagne un peu, pas phishing, pas de social engineering vraiment, où c'était avec la fameuse clé USB, sans être nécessairement une clé USB. On avait pris des lettres et fait imprimer des cartes promotionnelles. Il y a des cartes qui se vendent, ça ressemble à une carte d'affaires, mais que tu as une petite clé USB d'intégrer dedans que tu peux tourner. On les avait toutes fait imprimer avec la croix bleue. Puis on avait mis ça dans une belle lettre disant comme quoi que c'était leur nouveau pamphlet, dans le fond, d'avantages sociaux puis de santé qu'il fallait valider pour avoir les détails, les vidéos de comment se connecter. Et ça marchait, ça fait quand même quelques années, mais ça marchait numéro 1. Les gens, automatiquement, on avait enlevé leur défense de « Ah, c'est une clé USB, je ne vais pas brancher ça ». Là, c'était déposé sur leur bureau. Fait que déjà là, ça venait pas de l'externe, c'était quelque chose qui était relativement interne. Puis c'était pas une clé USB, donc ça ne pouvait pas m'infecter nécessairement. Et avant, il y avait des mini-disques, mais là, ça, c'est trop peu. Là. On trahit notre âge avec les mini-disques, je pense que ça n'a pas toffé ce mode-là. Là. Mais vraiment, le côté de se faire passer pour un événement interne, marche numéro 1. Puis je pense une technique un peu plus novel, qu'on pourrait dire, c'est le code QR. Juste mettre un code QR à qui la chance, là. Maudit code QR, puis ça, le confinement, il a tout renversé. Autant avant le confinement, il dit non, en fait, ça n'est pas, c'est super grave, c'est dangereux. Tous les restaurants maintenant imposent l'usage du code QR pour avoir le menu. Fait que là, on vient de tout détruire ce qu'on avait fait avant. Fait que là, les gens sont
nous sont plus sensibilisés à ça. Fait que c'est super facile d'en passer un. Là, le monde scanne ça comme si de rien n'était. Là. J'ai toujours dans ma tête en arrière, tu sais, qu'est-ce qui arrive si juste quelqu'un se met à s'amuser à mettre des stickers de son code QR par-dessus les menus des restaurants pour aller infecter les gens? Ça me gosse. Puis ça pourrait être fait justement dans les restos du coin quand tu sais que tu as des habitués qui vont toujours prendre la même table. Tu pourrais peut-être faire de quoi avec ça. Ça peut être touché, c'est sûr et certain, il faut que tu mettes beaucoup de kill switch pour pas aller infecter des gens qui sont pas dans ton scope. Mais ça peut être après le café de la place, justement, dans l'ascenseur. Nouvelle politique, justement, pour les cartes d'accès. Il y a tellement de choses à faire avec les codes QR, parce que surtout si ça marche pas, les gens vont faire comme « Ah, ça marche pas ». Ou tu mets juste une redirection, dire « Ah, le browser n'est pas supporté ». Bon, carry on, tu le verras plus tard. Puis à un moment donné, tu enlèves la fiche. Mais c'est définitivement un nouveau point d'accès pour faire télécharger ton malware facilement. L'autre qui est classique aussi là-dessus, c'est que tu peux organiser un gros webinaire interne ou une grosse formation interne que les gens auraient tendance à vouloir participer. Puis quand ils vont le scanner, tu vas faire télécharger un update de Zoom ou un update de Teams quelconque. Le nombre de fois, des fois, tu vas te connecter et tu n'es pas habitué à un autre update. OK, c'est correct, je vais le downloader parce que ma rencontre commence dans 2 minutes. T'sais. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui marche relativement bien. Sinon, là, il y a le temps de Noël qui s'en vient, ou des fois, il y a les fêtes des employés. Quelque chose qui peut être bon mixé avec ton ingénierie sociale, c'est des chauffe-café. Dans un chauffe-café, tu as souvent assez de place pour mettre une carte, un petit Raspberry Pi en dessous. Loadé. Puis, je sais pas pourquoi les chauffe-café ils se branchent sur un USB. On peut-tu laisser les USB tranquilles et aller le mettre sur la prise électrique standard? Non. Il faut que ça soit... ce qui est cool, c'est d'avoir le chauffe-café USB sur ta machine. T'sais. Donc, ça peut être une genre de chose intéressante. Pareil pour les petites lampes d'appoint qui fait juste une petite lumière supplémentaire sur ton clavier au lieu de l'avoir rétro-éclairé. Bon. Ça paraît simple, mais après ça, regarde le Blue Teamer, toi chercher quelle machine à café ou quel réchauffe-café est en train d'effecter le poste. Ça nous est arrivé de le débrancher puis de le rebrancher ailleurs parce qu'il l'a redonné au user. C'est pas ça qui est le problématique. Ça doit être un autre USB qui a branché. Il redonne au user, il part. Je dis pas que ça va passer partout. On s'entend qu'il y a des environnements beaucoup plus sécurisés que là, tout va s'en aller en investigation, puis ça va être brûlé. Et ça demande quand même aussi certains skills pour modifier l'appareil sans nécessairement tout le démolir. Donc, ouais, il ne faut pas que ça paraisse qu'il a été modifié. Là. Surtout si on le donne en cadeau, on va donner l'impression d'éléments comme ça, genre un petit élément promotionnel qu'on donne aux employés. Là. C'est sûr et certain que ton chauffe-café arrive tout démantelé puis déjà préouvert, ça fait un peu cheap comme cadeau, là, mais un heat gun avec du paper wrap là, qui est heat shrink, là, ça fait des miracles là-dessus. Sinon, un autre qui peut être intéressant, c'est juste d'emmener ta propre docking station qui a été modifiée avant. Il y a aussi beaucoup de place dans une docking station, puis tout le monde l'utilise. Plein d'input, output justement à intercepter. C'est quelque chose qui serait le fun à voir. Ça, on en a une en préparation, mais malheureusement, elle n'est pas encore faite. Donc, c'est en test. Surtout avec le modèle de travail hybride avec des bureaux non assignés, ça devient d'autant plus intéressant ce genre de choses-là parce que là, ça s'est comme répandu, comme la majorité des gens maintenant font face à cette espèce de situation où tu as à brancher une machine dans un dock que tu connais pas. Puis comme tu es dans les lieux de travail légitimes, tu ne te poseras pas la question à savoir si celui-ci a été modifié ou pas, ou c'est la présomption que l'employeur n'a pas autorisé quelqu'un à le modifier est très présente. Là. Et avec un peu de chance, tu peux même empoigner plusieurs employés parce que justement, comme tu dis, ils peuvent changer de place. En parlant, dans le fond, d'interception, on a parlé dans l'autre épisode de capturer les identifiants sur des cartes. C'est bien beau, mais tu sais, tu as le fameux Proxmark qui existe. On s'entend par contre que si tu te promènes avec ton antenne, ton laptop ou ton cellulaire, puis tu essaies de t'approcher des gens, ça peut faire un peu
un peu louche. Mais il y a des antennes de porte de garage ou le flipper. Mais le flipper, il faut que tu sois très proche, très, très proche des gens pour utiliser le flipper. Faut être prudent, mais ça se fait. Ça se fait. C'est exemple, il laisse sa carte sur le coin du bureau. En effet, j'ai peut-être le 5 secondes requis pour la scanner parce qu'il fait une petite rotation. Mais encore plus subtil que le flipper ou le Proxmark, il y a justement des scanners de porte de garage qui existent, qui sont facilement attaquables, si on peut dire. Donc, tu l'ouvres, tu le mets dans une serviette pour ton laptop ou dans un sac à dos. Ça va pas pogner à 2-3 mètres de long, mais ça peut pogner à environ 1 pied, je te dirais, au travers d'un sac. C'est assez loin pour intercepter, exemple, des cartes qui auraient été sécurisées derrière des cabinets à clé. Souvent, des trucs d'urgence, tu fais juste coller ton sac là-dessus. Normalement, il va être en mesure de les prendre. Ou on s'entend que dans un ascenseur, des gens qui se battent, surtout à l'heure de rush un peu, tu vas finir par en intercepter. Si tu n'en interceptes pas en l'ayant sur ton côté, exemple pour un laptop, parce que les gens on le porte autour du cou, tu peux simplement prendre ton sac en essayant c'est parce pour essayer de prendre un peu moins de place. C'est des behaviors que les gens ont tendance à faire de toute façon. Puis ça n'aura pas de l'air louche. Fait qu'il ne faut pas que tu stresses lors de ton interception. Si et seulement si tu as pensé à enlever la petite switch qui fait le petit bruit dans ta machine à chaque fois que tu scannes une carte. On a une anecdote là-dessus. On avait eu un collègue qui s'était monté toute la machine. Il disait, OK, go, je suis prêt. Je vais aller en intercepter. Les employés ils sortent, s'en vont au côté Morton à côté. Puis ils passent à côté de la file des gens dans le Tim Hortons. Puis tu entends juste des tut, 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 tut. Toutes les cartes qui scannaient, ils faisaient un bruit. Ça faisait un peu louche, disons. Il a fallu qu'il y ait assez de troubleshooter ça dans les toilettes du Tim Hortons. Donc, ça a fait une histoire cocasse à compter au bureau, disons. Ouais, ça, c'est genre, tu te fais brûler. C'est sûr que les gens sont plus ou moins inquiets dans un cas d'un Tim Hortons, mais la probabilité que tu brûles ton chose, tu viens d'augmenter de façon très, très importante, là. Définitivement. Fait que je peux conseiller de tester et retester 100 fois si possible. Mais ce genre d'appareil-là, le monde, il pense que c'est hyper compliqué, dans le fond, à créer. Puis ce l'est pas réellement. Dans le sens où c'est simplement un petit Raspberry Pi qui va être en mesure de gérer les identifiants, de le storer. Et entre le lecteur de cartes, tu n'as pas à le modifier réellement. Tu vas utiliser ce qu'on appelle un ESP key, qui peut être utilisé pour l'interception et le rejout d'identifiants dans les lecteurs légitimes des entreprises. Et tu as juste à le mettre sur ton lecteur et relier le ESP key directement à ton Raspberry Pi après. Donc, sans modifier nécessairement les fonctionnalités du lecteur de base, lui va être en mesure de l'intercepter pour toi sur le cadre WIGAN, puis les relier après à ton infrastructure externe. Puis même les SPK, si tu en as une batch, si tu es capable d'avoir un accès de nuit assez long quand même, ça prend un petit 5 minutes avec quelqu'un qui a l'expérience là-dedans là, pour ouvrir le lecteur puis l'installer. Bien souvent, c'est rare que tu as le temper justement pour alerter à la sécurité que tu as ouvert le truc, là, mais tu peux mettre les ESP-keys, puis après ça, tu es capable d'ouvrir ou te cloner tes propres clés par la suite de tous ceux qui ont badgé. Sinon, si je regarde d'autres trucs qui peuvent être très intéressants pour tout ce qui est interception, tu as tous les outils de Hack5 qui ont vraiment du stock intéressant. C'est out of the box. Il faut quand même faire très attention parce qu'ils ont tendance à faire des calls sur le réseau qui sont très identifiables par la Blue Team. Fait que je vous dirais que d'aller checker vraiment vos configurations puis de le tester in-house pour s'assurer que tout a été bien modifié ou vous ayez mis un temper entre les deux pour dropper certains calls. Ouais, mais ça, c'est comme toute chose, cet avertissement-là. Essayez vos outils
en dehors de votre segment, parce que sinon, vous allez vous faire pogner ou ça va mal tourner. Là. C'est comme l'anecdote du compte, quand il est allé au Tim Hortons, ça a bipé. Ben, c'est un exemple de choses que tu dois tester avant ou pas le tester dans le champ. Puis surtout quand tu dois faire ton engagement, là, c'est pas le meilleur moment de tester, d'essayer des nouveaux outils. Il faut que ça soit maîtrisé, mais c'est comme à peu près tout. Il faut que tu maîtrises tes outils avant de faire quoi que ce soit. Mais Hack5, c'est super chouette ce qu'ils font, là, par exemple. Puis pour l'équipement à faire, même pour le lecteur de cartes, un des trucs que j'ai oublié de dire, c'est penser à vos batteries. Vous savez pas le nombre de fois qu'un Red Teamer arrive et que ses batteries sur le terrain sont mortes puis qu'ils doivent les changer. Donc, même si vous avez des belles solutions toutes faites avec un gros système de batterie à l'intérieur, assurez-vous que ça soit facile à recharger, puis facile à changer si vous avez de quoi. On s'était fait un système avec des batteries DeWalt. Le lecteur, il prenait des 20 volts, c'est facile, clic, on change la batterie, on peut continuer notre opération. On en a 4-5 dans un sac quelque part qu'on est capable de swiper. Parce qu'il n'y a rien de pire d'arriver pour faire une tentative sur quelque chose, d'essayer d'allumer ton appareil puis il allume pas. Un, tu vas avoir de l'air con. Deux, tu vas te sentir hyper mal parce que tu vas rater ton occasion. Là. Fait que oui, toujours, checker tes batteries. On dirait que c'est un truc de film humoristique, là, mais ça arrive à tout le monde. Après ça, au niveau, là, c'est bien beau, on a plein d'outils d'interception qu'on peut aller porter chez les gens. On a un C2 qui peut partir. On peut le faire en macro, on peut le faire de plein de façons différentes. Une des choses qu'on avait mentionnées, qu'on n'a pas nécessairement couvert, c'est le côté physique. On avait une salle TI qui était barrée. Des fois, il y a certains printers qui peuvent être restreints. Comment tu vas aller avoir un accès à ces salles-là? Bon, les gros classiques au niveau de l'intrusion physique, c'est le Traveler Hook. Ça, c'est mon AnyDoor Key personnellement. Je sais pas pourquoi en entreprise, ça marche encore à 90% du temps. Soit que tu arrives et tu as juste un petit crochet qui ressemble à un crochet de couture, tu es capable d'aller jouer avec le latch puis d'ouvrir la porte, ou que tu es capable de passer par en haut avec une règle qui a été biseautée en 45, tu introduis ta règle, puis la porte à l'ouvre par magie. Ça c'est le truc que je rencontre le plus en entreprise, même s'ils mettent les grosses braquettes en face. On dirait qu'ils se disent « Ah, j'ai mis de quoi pour bloquer, tu peux plus y aller directement. » Ben, tu passes par en haut, par en dessous, ça fait la même job. T'sais. Mais en dehors de cette technique-là qui est très, très simple, si tu es capable d'avoir du temps de libre, le under the door est souvent un gros classique. Par contre, pratiquez-vous. C'est pas rare que j'ai vu du monde que ça leur prenait 3-4 minutes avant de réussir. Pour avoir un bon succès avec l'outil, personnellement, il faut que tu sois capable de le faire entre 30 secondes puis 1 minute sur une porte. Plus haut que ça, tu augmentes tes chances drastiquement d'être pris. Là. Puis même l'outil, il y a plein de modifications aussi qui a été apporté. Je parle, par exemple, de notre Civil Engineer qui a fait des très belles modifications qui aident énormément au succès de l'outil pour être plus proche, dans le fond, puis essayer de contourner certains gaps que tu aurais avec l'outil d'origine. Mais si on enlève les techniques de passer de tous les côtés de la porte pour la bypasser, il y en a des très, très simples en entreprise où tu as 2 éléments qui ne sont pas nécessairement regardés. La majorité des portes vont souvent être aussi barrées. Il y a des gros électromagnets en haut. Et surprenamment, si tu es capable juste de t'étirer pendant que la porte est ouverte, d'aller coller une petite plaquette de tape, juste une couche, ça n'a pas besoin d'être bien épais. La porte va refermer, avoir une certaine résistance quand tu vas pousser dessus. Mais la petite couche de tape est assez importante pour décaler et réduire la force du champ magnétique où un coup d'épaule va être en mesure de réouvrir la porte par la suite. Donc, si c'est pas pour toi parce que tu veux peut-être pas nécessairement te brûler, ça va peut-être être un de tes collègues qui va pouvoir rentrer un peu plus tard et faire quelque chose. C'est sûr et certain que il faut pas que tu laisses ça ad vitam aeternam. Si je fais un engagement de 6 mois,
je ne laisserai pas le bout de tape-là pendant 6 mois parce que là, c'est la sécurité de ton client que tu viens de compromettre pour les 6 prochains mois. Tu sais. Si tu fais quelque chose comme ça, c'est dans tes dernières attaques. De toute façon, on s'entend, on est en actif. Normalement, le côté actif, c'est quelque chose qui va se passer très vite à ce moment-là. Le but, c'est de se faire pogner ou presque ou d'évaluer jusqu'à quand tu vas te faire pogner. Donc, ça devrait être à la fin. Mais oui, le tape en haut, c'est quelque chose qui fonctionne super bien pour réouvrir la porte après si tu as perdu tes accès. Ou sinon, simplement de prendre un mouchoir, une petite boule d'aluminium, quelque chose qui ressemble aux mêmes couleurs que le frame de la porte, puis de le mettre dans la place où est-ce qu'il y a la gâche. Si tu es capable d'empêcher que le mécanisme de fermeture fonctionne proprement, tu es peut-être après ça capable d'y aller avec ton Traveler Hook s'il était bien installé, ou peut-être qu'elle ne fermera plus, mais on s'entend que les gens vont entendre un petit clic, puis c'est correct, ça a fermé. Mais elle n'est pas enfoncée au complet, tu es capable de la rouvrir facilement. Sinon, des trucs un peu plus, je dirais, avancés au niveau du physique que tu as le temps de faire en tant qu'un employé compromis, que tu n'aurais pas le temps dans d'autres scénarios, c'est d'aller jouer avec les cylindres de la porte. On s'entend souvent, si tu es capable d'avoir accès à au moins une clé fonctionnelle sur une porte, les grosses entreprises ont tendance à avoir des systèmes de master key. Plus qu'ils ont de master key dans l'entreprise, moins que leur sécurité est haute, puis sans nécessairement le réaliser. À chaque master key va rajouter des potentielles combinaisons. C'est comme n'importe quoi. Si tu as un code à 4 chiffres, puis tu as une combinaison qui va l'ouvrir, elle va être beaucoup plus sécuritaire que si tu as 6 combinaisons qui sont capables d'ouvrir la même porte. Donc, tu as Deviant Madame qui a très bien démontré comment faire cette analyse-là. Je recommande à tout le monde d'aller checker ces vidéos en ligne où, une fois que tu as la bonne clé, tu vas prendre la première position sur ta clé, puis tu vas changer toutes les valeurs possibles à incrémentale de 2. Juste sur la première position, puis tu les essayes. Donc, normalement, tu vas peut-être avoir 4-5 clés à essayer. On s'entend que c'est pas rare que tu arrives quelque part, tu essayes ta clé, ça marche pas, je me suis trompé de clé. Tu changes de clé, puis elle fonctionne, tu continues ta journée, tu peux faire ça 2-3 fois dans ta journée. La clé qui va fonctionner en autre que la tienne, tu sais que tu as potentiellement trouvé un des combinaisons de la master key. Fait que tu es capable de tout essayer, le range, entre 6 et 8, dépendamment du type de clé, pour avoir, dans le fond, après ça, le master key. Tu vas peut-être avoir plusieurs combinaisons possibles sur un même niveau. C'est correct, tu te les notes. Normalement, la master key, ça va être souvent les combinaisons les plus basses, mais peut-être que d'autres pourraient être utiles dans d'autres environnements du bâtiment, peut-être accéder à un local tiers, si ton scope le permet, bien entendu. Mais dans des buildings partagés, c'est pas rare d'avoir des gros systèmes en master key parce que, les gardes de sécurité, ça ne leur tente pas de changer plein de clés, ou juste de donner ça à l'équipe de ménage qui fait tout le building en entier. Ils vont pas se casser la tête avec quelle clé utiliser quand. Et ça, c'est sans considérer que bien souvent, tu vois des gros locks sécurité, c'est toilettes partout, puis tu peux barrer de l'intérieur. Si tu es capable de barrer à la porte ou de jouer avec de voir le mécanisme de la porte, tu es capable d'enlever le cylindre. Fait que rien ne t'empêche de, chez toi, d'acheter un cylindre exactement pareil que sa porte de la toilette. Parce qu'elle aussi, elle a le même système Master Key. Normalement, ils ne se cassent pas la tête. Ils font une grosse badge de Master Key pour tout. Et tu vas te faire ce qu'on appelle des Any-Key locks. Donc, tu vas juste remplir ton lock de Master Wafer. Fait que n'importe quel que tu vas mettre sur la toilette, elle va fonctionner. Elle va barrer, elle va débarrer, mais n'importe quel va fonctionner. Et chez toi, tranquillement, tu vas pouvoir démonter le lock que tu as de l'entreprise puis essayer de décoder quelle clé pourrait faire où, dans le fond, avec les combinaisons du master. Donc, ça couvre pas mal les éléments physiques, les éléments de C2.
que tu pourrais utiliser dans un cadre de Red Team personnellement, qui est un peu plus poussé au niveau technique qu'on n'avait pas eu la chance de discuter. Et personnellement, je pense que avec ça, c'est juste de la pratique, puis d'essayer de penser au maximum de scénarios. Faut pas oublier qu'en Red Team, ton but, c'est pas juste de briser les défenses du client, mais de les mettre dans une situation de challenge, d'essayer le plus de scénarios possible si tu ne t'es pas pogné. Il n'y a aucune valeur à dire je suis rentré chez toi, je suis ressorti, tu ne m'as jamais pogné. La valeur est si tu es capable de dire à ton client j'ai tout essayé, je suis même parti avec le laptop du gars et là, je me suis fait arrêter quand je suis parti avec son propre laptop. Au moins, il sait c'est quoi son barème puis jusqu'où il faut qu'il aille avant de détecter un threat. Parce que si tu pars et tu n'as rien vu, il ne sait pas plus. Ouais, puis c'est un bon rappel que l'exercice de Red Team est justement pour aller tester à quel moment on est détecté. Donc, il y a comme un objectif de se faire brûler au début, naturellement, là, mais de détecter jusqu'à quel seuil et si ce seuil-là est suffisant pour l'entreprise ou pas. Si t'es carrément passé avec le laptop, puis là, il y a peut-être un problème grave dans cette entreprise-là qui vont devoir améliorer leur contrôle, mais si tu t'es fait attraper avec le laptop ou même si tu t'es fait brûler avec ton C2, mais là, tu vois à ce moment-là où le niveau de l'entreprise se situe, puis en fond, l'engagement a été un succès parce que l'entreprise a réussi à chercher de la valeur de l'exercice. Là. Puis bien souvent, juste l'élément de pouvoir rentrer, le onboarding d'un employé, puis qui commence à faire des shenanigans, juste ça, ça a déjà de la valeur pour ton client. Fait qu'il faut pas que tu dises « Ah, je me suis fait pogner après tel exercice, donc j'ai tout perdu ». C'est normal de se faire pogner. C'est un peu l'objectif de la chose. Tu n'es pas là pour voler réellement de l'information. Mais tu veux t'assurer d'être en mesure de garder tes métriques, de garder tes observations pour leur donner après ça au client. Garde les heures que tu as faites. Un des trucs qu'on aime bien gros, c'est toujours avoir une petite caméra bouton qui filme en permanence qu'est-ce qu'on fait. Ça te fait des méchants des vidéos puis des logs énormes. Par contre, si j'ai interagi avec un employé, si j'ai essayé de faire une technique X, j'ai toujours mes timestamps de quand je l'ai fait. Fait que s'il veut aller revoir ses caméras, s'il veut aller voir dans ses logs de porte, il est en mesure d'aller corréler ça puis de dire oui, en effet, on l'a juste pas checké ou absolument rien n'a été rapporté à ce niveau-là. Mais si ton client arrive, que tu lui donnes ton rapport puis il te dit ouais, ben, quand est-ce que tu as fait ça? Puis tu n'es pas capable d'y répondre, ben là, ils viennent de payer je ne sais pas combien de mille pour zéro data. Puis ça, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent qui vient qu'à donner une mauvaise réputation, un mauvais setup. Tu as le droit de te planter. Tu as le droit de faire un C2 puis qu'il se fasse détecter. On s'entend que c'est pas tout le monde qui va être capable de bypasser tout. Tu sais. Moi, personnellement, je sais que je suis pas capable de bypasser n'importe quel EDR out there. Il y a des gens comme Mr. Unicoder, je me sais plus son vrai nom, mais qui a un super beau repo sur bypasser des EDR. Charles Hamilton. Il y a Brute Rattle aussi, qui est un super C2 que Chetan se focus à juste créer des nouveaux bypass EDR. C'est pas un skill que j'ai. Mais Red Team, comme que j'ai dit dans plusieurs autres moments avant, il y a le côté Teams qu'il faut pas oublier. C'est sûr et certain que si tu es un Red Teamer tout seul dans ton environnement puis tu travailles en silo, tu seras pas capable de pallier toutes les skills puis ça va être ta qualité de Red Teamer qui va en pallier. Mais si vous travaillez en équipe, il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire. On prend les forces de tout le monde puis on est capable d'avoir de très bons résultats puis de faire progresser les entreprises à un autre niveau. C'est effectivement l'objectif. Je te remercie pour cet épisode. Justement, ça a éclairé tout, dans le fond, le spectre complet d'un engagement. Très intéressant, très enrichissant. Puis effectivement, là, équipe, outils, il faut toujours aller chercher ce qu'il y a. Il y a plein de ressources. Là, tu as parlé justement de 2 ressources en particulier, mais il y en a une tonne de ressources différentes. Si vous allez pour les lockpicking, il y en a. Pour les bypass EDR, et ainsi de suite, il y en a là. YouTube est plein. Puis c'est ça exactement. Avec YouTube, à cette heure, c'est une mine d'or qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans.
Avant, tu voulais te mettre dans le domaine des tests d'intrusion, puis tu n'avais aucune information. Tout le monde te regardait croche quand tu disais que tu voulais aller hacker d'autres entreprises. À cette heure, les gens t'accueillent à bras ouverts, sont prêts à partager l'information si tu es moindrement sérieux. Donc, on a vraiment cette chance-là aujourd'hui avec nous. Tout à fait. On va conclure sur ça. Merci. Merci beaucoup.